Ensemble pour vivre l'actualité du soir sur la chaîne des valeurs, voici les titres. Au Sénégal, nous sommes 18 millions de population selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Des informations qui pourront servir au déploiement des politiques publiques selon le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr. Dans de nombreux pays, le secteur extractif revêt une importance stratégique dans les politiques de développement. Au Sénégal, Publiez ce que vous payez engage des études de la situation actuelle avec des entreprises qui doivent respecter l'exigence 6.4 de la norme ITIE. Bébé Achoura, la coordination donne rendez-vous le 16 juillet pour le premier-né de l'année égérien. Des équipes vont sillonner les 14 régions du pays sans considération de race, de sexe ni de religion, a déclaré la chargée de communication de la coordination Ami Cissé que vous entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire. Tout de suite les développements. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Sénégal. Nous sommes à 18 millions de population selon le 5e recensement général de la population et de l'habitat avec une répartition selon le sexe composée de 50,6% d'hommes et 49,4% de femmes. Le taux de fécondité a baissé par rapport au dernier recensement général au moment où l'âge du mariage chez les jeunes filles a différé jusqu'à 23 ans, a déclaré le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Les explications du docteur Abdou Diouf. Je me rappelle, au moment où on faisait les recensements, parfois on nous demandait beaucoup de questions et nous disait parfois qu'on est très curieux. Mais ce qui était à l'origine en est qu'on voulait juste savoir comment les gens habitent et comment ils vivent. Alors dans le cadre du mariage, dans la première phase, surtout au niveau des filles, quand on remonte d'ici 20 ans, l'âge requis pour être en foyer était de 20 ans. C'était à 20 ans pour faire le premier mariage. En 2023, on a constaté que les filles commencent à marier à l'âge de 23 ans. Donc ce qui a fait 2 ans de plus. Donc cela a quitté 21 ans pour aller à 23 ans. Pour ce qui est à l'origine, il y a d'abord le fait que les filles apprennent, la durée qu'elles fassent à l'école, cela joue un impact. Alors si on regarde aussi pour la fécondité, cela a diminué. C'est cela qu'on a constaté entre 2002 jusqu'à présent. Et en matière d'habitat, la plupart des maisons appartiennent aux Sénégalais. Et pour cela, nous constatons une baisse au niveau des villes. Sur 10 personnes prises, seules les 5 ont leur maison. Au niveau de Dakar, nous constatons une baisse considérable. On décèle aussi des informations sur le nombre de Sénégalais vivant à l'extérieur du pays. Ils sont plus de 166 000 immigrés sénégalais à l'étranger, tandis que 56 000 immigrés sont notés dans le Sénégal. L'espérance de vie au Sénégal a augmenté à 69 ans. C'est en tout cas ce qu'a révélé le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Des informations qui pourraient servir au pouvoir public dans l'aménagement des politiques de développement, a déclaré le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr. Le recensement n'est pas une fin en soi, mais un outil précieux pour l'élaboration de nos politiques publiques et la planification des dépenses publiques. Les résultats de ce recensement, à l'image des 4 précédents, 1976, 1988, 2002 et 2013, permettront une meilleure connaissance de la structure de la population sénégalaise, de sa dynamique et de ses conditions de vie. Dans le contexte d'élaboration d'un nouveau cadre de référence de la politique économique et sociale du Sénégal, adossé au projet de transformation systémique du pays, je voudrais retenir, à partir des données qui vous seront présentées, l'importance du fait urbain dans la transformation systémique du Sénégal. En effet, l'urbanisation du Sénégal est passée de 34% en 1976 à près de 55% en 2023 et va continuer. Il nous faudra donc capitaliser sur notre dividende de densité en plus de notre dividende démographique. J'entends par dividende de densité l'accélération de l'urbanisation qui est très souvent présentée comme un handicap, mais qui est source d'opportunités pour les entreprises, d'économie d'échelle, de diffusion de l'innovation et de la connaissance. Vous vous rendrez compte que les indicateurs du recensement sont meilleurs en zone urbaine qu'en zone rurale. Ça dénote certainement les inégalités existantes, mais ça renseigne également sur le dividende de densité sur lequel je voudrais attirer votre attention.
En Kaffrine, où un agent de police s'est donné la mort par balle, il est brigadier chef au commissariat central de Kaffrine, Paul Alphonse Tine, issu de la 36e promotion de l'école nationale de police, s'est suicidé selon les informations relayées par la radio Futur Média. Il était décrit comme une personne discrète et travailleur. Son corps a été acheminé à l'hôpital régional de Kaffrine pour autopsie avant son enterrement prévu dans son village natal à Thiès. Disparition et mort de Fulbert Sambou et Didier Badji. Le comité de gestion de crise du village Bliss Kaza exige la convocation de Ismaïla Madior Fall. L'ancien garde des Sceaux avait dernièrement affirmé que le cas de ces deux hommes en tenue était couvert par la loi d'amnistie votée juste avant le départ de Macky Sall de la tête du Sénégal. Face à la presse, la famille de Didier Badji et Fulbert Sambou disent souffrir du silence des autorités dans ces affaires. Alain Diédiou porte leur voix. Pourquoi cette souffrance? Cette souffrance est la déductrice d'un silence blessant des régimes passés. Parce que depuis la disparition de nos frères, nous sommes restés sans aucune information venant de l'État. Quand je dis venant de l'État, ce sont des militaires en activité et tout le Sénégal sait qu'on a entendu ni la DIRPA, ni le haut commandant de la gendarmerie, ni la présidence. Parce que Didier était détaché à l'IGE, qui est un service de la présidence de la République. Et aucune autorité étatique n'a pu se prononcer sur cette question-là. Nous avons eu droit qu'un communiqué laconique du procureur de la République qui a ouvert une instruction qu'aucun Sénégalais ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de cette instruction. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour continuer à poser ces questions qu'on s'est posées au tout début de ce qui s'est passé. Cette disparition qui a blessé plus d'un Sénégalais. Et ces questions, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous autres nous allons dire aux défunts, aux enfants de ces défunts? L'un a été déclaré mort, l'autre resté sans nouvelles. Depuis 2022, l'affaire avait créé le tollé sur l'espace public. Dans un pays où le respect de la vie humaine est érigé en principe sacro-saint, il est inacceptable que des citoyens qui ont servi à l'État soient oubliés du jour au lendemain. C'est pourquoi Amnesty International a décidé de porter l'affaire en justice. Une décision qui fait suite à la léthargie dans ce dossier depuis l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur de la République, Maître Amadou Diallo. Je pense que notre société, la société sénégalaise, n'a jamais accepté que ses membres puissent disparaître dans des conditions aussi douloureuses sans que rien ne soit fait pour en connaître les raisons, sans que rien ne soit fait pour connaître la vérité. Aujourd'hui, à travers l'intervention de Alain Diédiou et de Vincent Sambou, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte de la souffrance que ces personnes vivent. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'Amnesty International pour accompagner ces familles qui ont droit à un procès. Parce que le rôle du procès, c'est de découvrir la vérité et éventuellement de sanctionner les auteurs des atrocités dont ces personnes que je viens de citer ont connu. Donc jusqu'au moment où je vous parle, le silence, aussi bien des autorités judiciaires que des autorités militaires, ont plongé ces familles. Au-delà des familles, même, je crois que tout récemment on a vu des interventions dans les réseaux sociaux, même des camarades, des collègues militaires des défunts, que toutes ces personnes-là souffrent pour ne pas, jusqu'à présent, avoir connu les raisons, les circonstances dans lesquelles Didier a disparu et dans lesquelles Fulbert Sambou a trouvé la mort. Nous parlons tout à fait autre chose. Dans de nombreux pays, le secteur extractif revêt une importance stratégique dans le développement des programmes, mais il se heurte le plus souvent à des défis liés à l'équité, à la transparence du secteur, mais aussi au respect des normes environnementales.
Au Sénégal, publié Ce que vous payez engage des études de la situation actuelle dans ce secteur. Objectif, voir si les sociétés engagées respectent l'exigence 6.4 de la norme de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Le compte-rendu d'Alioune Seck. Exploiter les ressources sans porter atteinte à l'environnement. Le Sénégal doit se conformer à l'exigence 6.4 de la norme ITIE. Donc l'exigence 6.4 de la norme ITIE met l'accent sur les dépenses environnementales et sociales, mais aussi sur les dépenses liées à la réhabilitation des sites miniers après exploitation. Ou bien pendant l'exploitation, on parle de réhabilitation progressive. Le Sénégal est au début de l'ère d'exploitation des ressources extractives. Déjà, plusieurs pratiques en cours sont en déphasage de la norme. Ça veut dire qu'il y a encore énormément d'efforts à faire et l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est censée mettre en œuvre la norme ITIE, fait un rapportage sur les questions environnementales. Mais ce rapportage est très partiel, pour ne pas dire parcellaire, parce qu'on ne fait que le rapportage du cadre légal et réglementaire sans tenir compte d'autres dispositions qui pourraient être pertinentes et contraignantes pour les compagnies extractives. Au-delà du cadre légal, une contrainte majeure a été décelée par publier ce que vous payez. On se rend compte que la fiche ou bien le formulaire qui est soumis aux entreprises extractives pour renseigner les informations liées aux dépenses environnementales ou bien à comment est-ce que ces entreprises prennent en charge les impacts environnementaux, c'est la fiche qui est la moins renseignée. Ces entreprises ne renseignent que les questions liées au paiement. C'est dans ce contexte que la coalition Publiez ce que vous payez a engagé un consultant pour analyser la situation actuelle de la conforme au Sénégal à l'exigence 6.4 de la norme ITIE. La coalition Publiez ce que vous payez, particulièrement préoccupée par la situation dans le secteur des hydrocarbures, notamment pétroliers et gaziers au Sénégal. Avec le début d'exploitation, des impacts économiques et sociaux sont constatés dans ce secteur, des impacts qui pourraient aussi affecter l'environnement avec les risques de catastrophes naturelles qui peuvent sévir à n'importe quel moment. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Pape Farah Diallo, qui invite les autorités gouvernementales à anticiper sur ce genre de phénomène. Suivons ses propos. Il y a une réduction des zones de pêche, plus le brise-lames qu'on a installé, et on a défini un périmètre de 500 mètres où les communautés de pêche ne peuvent pas aller là-bas. Donc les zones de pêche sont réduites. La plateforme peut devenir une sorte d'aire marine protégée artificielle parce que les lumières et les produits, les aliments qui sont utilisés dans les plateformes sont déversés en mer. Les poissons vont suivre la lumière, vont suivre ces produits-là et les pêcheurs ne peuvent pas aller vers ces plateformes pour pêcher. Donc il y a un impact économique qui est lié à un impact environnemental dû à ces installations pétrogazières offshore. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des risques environnementaux extrêmement énormes. Il y a des risques environnementaux extrêmement énormes parce qu'il peut y avoir une marée noire. Dans d'autres contextes, notamment aux États-Unis ou dans d'autres contextes, il y a eu des explosions. Ce qui est arrivé ailleurs peut aussi arriver ici, chez nous. Donc c'est à nous, société civile, de jouer notre rôle d'alerte. Et aussi, nous demandons au pouvoir public, notamment le ministère de l'Environnement, de jouer son rôle de contrôle pour que ces risques-là soient mitigués afin de pouvoir diminuer les impacts. Dernier élément, il est impérieux pour juguler ces impacts environnementaux et sociaux, que les plans de gestion environnementale et sociale soient publiés et que les compagnies se conforment à leurs plans de gestion environnementale et sociale qui doivent être budgétisés et exécutés pour mitiguer les impacts environnementaux et sociaux. Je vous le disais dans les titres, Bébé Achoura, la coordination donne rendez-vous le 16 juillet prochain pour le premier né de l'année égyrien. L'initiative du groupe Lamp-Fall Communication en est à sa 19e édition depuis 2002. Les équipes vont sillonner les 14 régions du pays sans aucune considération liée à la race, au sexe ou encore à la religion ou à la confrérie. Plus d'explications avec la chargée de communication de la coordination, Ami Sissé au micro d'Ousmane Diaye. Lamp-Fall a pris cette initiative pour pousser aux femmes d'aller accoucher dans les hôpitaux, les postes de santé, pour lutter contre la mortalité infantile. C'est un devoir de tout chef de famille.
Tous les bébés sont concernés, sans distinction. Il n'y a pas de race, ni de religion, ni couleur, ni ethnie. Une fois qu'on a désigné les bébés, les cadeaux sont montrés à la télé pour que les donateurs puissent constater en réalité que les dons arrivent à destination. Le bilan fait pour le bilan, on est à 100 bébés depuis le début. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui veulent participer à cette chaîne de solidarité. En envoyant leur participation par Wave ou par Orange Money au 77 421 54 54. Le mardi 16 à 19 h. Comme vous le savez, le jour suivant commence à 19 h. Voilà, le 16 juillet, jour d'Achoura, qui marque le premier jour de l'an hégirien. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Mourchid TV.